j'ai pas choisi la mer comme thématique ou comme sujet. C'est la littérature, les adaptations littéraires qui se trouvent être maritimes, enfin en tout cas pour le premier, qui m'a amené à ça. Mais c'était pas, je cherchais pas une histoire maritime. Donc en fait, c'est plutôt ma rencontre avec Macorlan sur le premier de la trilogie maritime, à bord de l'étoile Matutin, qui m'a amené évidemment à mettre en scène ces lamentables pirates au bord de l'eau. Et donc je me suis retrouvé à dessiner la mer, et mais presque surpris d'avoir à faire des bateaux, des tricornes et tout ça. Hein. J'étais tellement plus dans la psychologie de ce qu'il exprimait, dans la qualité de sa langue, du français, sa forme poétique noire et amère, que c'est ça qui m'obsédait, de rendre compte de l'état d'esprit du livre. Et effectivement, oui, il y avait la mer. Donc du coup, je me suis retrouvé à affronter ça d'un point de vue graphique. Évidemment, le succès de ce livre-là était beaucoup autour de la mer et des pirates, mais pour moi, c'était pas l'objectif premier, c'était de rendre au mieux la littérature de Macorlan. Pour le deuxième de cette collection-là, l'éditeur m'a demandé de faire un autre truc de pirate, puisque ça marchait bien. Et je lui ai dit, mais non, moi je m'en fiche complètement de cette histoire, ce sera autre chose certainement. Il faut que je trouve surtout un bon roman qui m'inspire, et c'est ça qui fera une bonne bande dessinée, et qu'importe si c'est la science-fiction, si c'est sur la Lune ou à la préhistoire, enfin je veux dire. Bon, et puis finalement, le choix d'adaptation ayant évolué, je me suis retrouvé à faire Le Loup des mers de Jack London. Et là, pour le coup, c'était totalement dans la mer de A à Z, à fond, tout le long de l'histoire. On touche à peine terre, quoi. Donc là, évidemment, la mer prend une dimension dans le récit très conséquente. Et du coup, j'ai encore plus développé mon goût, le plaisir de dessiner la mer. Voilà. Maintenant, je suis havrais, j'habite au bord de la mer. Et j'ai la mer sous mes fenêtres de ma maison et aussi que mon atelier. Donc voilà, elle est quand même très proche de moi, même si je dessine pas sur le modèle. Je veux dire, je la connais, je la ressens, je l'ai vécue, j'ai grandi à côté, voilà. Donc ça sans doute donne une aide à ça, quoi. Je suis un dessinateur du mouvement. Moi, mon premier rêve de jeune pour le dessin, c'était plutôt le dessin animé que la bande dessinée, même si j'adorais évidemment la bande dessinée. Et donc, le goût du mouvement me rapproche d'auteurs tels que Franquin ou Will Eisner, ou enfin des gens qui cherchent plus la dynamique de la vie plutôt que une représentation un peu figée, réaliste, architecturale des choses. Et donc, la mer prend toutes les formes. J'ai quelques mers à peu près calmes, mais c'est vrai que la plupart du temps, elle est absolument agitée. Mais je pense que ça correspond à un tempérament personnel qui est, à travers toutes mes bandes dessinées, de personnages souvent en colère et souvent agités et tout ça. Et puis, le goût de la musique que j'écoute, c'est pas de la musique calme non plus. Donc voilà, tout ça est moi. Et puis, c'est aussi la noirceur et l'angoisse des choses qui ressort. Puis en même temps, c'est tellement beau à représenter. Je veux dire, les, toutes les tempêtes ne sont pas les mêmes, les écumes, enfin, les reflets, enfin, ce travail de transparence, enfin, c'est jouer sur la lumière. Et du coup, c'est vrai que si la mer était juste comme elle est belle aujourd'hui et calme, ce serait quand même graphiquement moins intéressant à regarder. Sur les albums, le choix vient de choses assez triviales qui ne sont pas de purement esthétiques. Enfin, je veux dire, c'est pas des choix artistiques comme ça. C'est que d'abord, le forfait pour faire un roman graphique n'est pas si élevé que ça. Vu la quantité de travail à fournir, au moins pour mettre bien en scène l'histoire par le dessin. Ensuite, je suis un grand amateur de noir et blanc et je trouve que je me suffirais bien de bande dessinée en noir et blanc et de cinéma même en noir et blanc que je trouve souvent bien plus joli que le cinéma couleur où la couleur déborde de partout, où elle est envahissante et nous amène peu d'informations narratives. Donc en fait le choix sur les albums c'était de me dire mince il reste plus beaucoup de sous pour la couleur, il faut que je trouve un moyen technique qui fasse que ce soit pas trop long. Évidemment je me suis planté parce que je prends toujours du temps et j'enrichis toujours mon travail et de manière simple, enfin j'ai fait un vrai travail de mise en lumière, de mise en volume, mais c'est vrai sur des thématiques colorées uniques par chapitre, en tout cas sur cette série-là, qui m'amène une forme de stylisation de la chose. Quand j'ai travaillé sur le Macorlan, sur le premier, il faut imaginer que ça se passe aux Caraïbes. Et quand tu penses aux Caraïbes, tu passes devant ton agence de voyage et le sable est blond, la mer est bleue, les palmiers verts et tout ça est parfait. Et quand tu lis l'histoire de Macorlan, tu as l'impression que c'est la guerre 14 qui fait tout le temps nuit, tout le temps gris, tout le temps mouillé, tout le temps triste, tout le temps. Et il y a une beauté à ça aussi. Il y a une forme romantique chez Macorlan là-dessus. Et donc du coup, je ne me voyais pas du tout faire des Caraïbes de vacances pour ce livre-là, vu que c'était que l'histoire de misère, de faim, de souffrance, de manque de femme, ou de je ne sais quoi, d'amour et autres, ou l'éloignement de ses proches, etc. Donc,
quel besoin j'avais de dire aux gens que la peau était rose, un personnage blanc. Enfin, je veux dire, ça n'amène rien de dire ça, de faire le sable jaune, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Je veux dire, peu importe, on sait tout ça déjà. Donc je me suis servi de la mise en couleur pour plus mettre en valeur la dramaturgie, la forme narrative, qu'une représentation réaliste qui ne m'intéresse pas du tout. Donc effectivement, des ambiances vertes vont pouvoir se décliner sur un soleil du petit matin, mais aussi sur une nuit agitée, ou peu importe, et ça sur le rouge, sur le bleu, etc. C'était aussi un moyen sur ce volume-là de faire comprendre que d'un chapitre à l'autre, il y avait peut-être parfois une ellipse de temps énorme qui s'était déroulée et que des personnages avaient disparu, d'autres réapparaissaient sans donner d'explication, plus qu'on en a dans la vie sur le fait qu'un ami qu'on avait très proche, tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, se retrouve éloigné, on le perd de vue, etc. Et la manière naturaliste d'exprimer le Macorlan allait très bien avec ça, sauf que le lecteur BD est habitué à une forme plus serrée de séquence. On part du point A, on arrive au point Z, sauf que là, c'était par morceaux, quoi. Et donc, le fait de changer brutalement de couleur par chapitre signifiait, à mon avis, sans être envahissante, au lecteur qu'on avait une ellipse de temps entre chaque chapitre. Et ça, sans avoir besoin de rajouter de l'antilittérature qui serait un peu plus tard, le lendemain, un mois après, enfin toutes ces choses qui sont pas belles et qui n'existent pas dans le roman de Macorlan et que j'étais content de ne pas remettre. Donc la couleur était pour moi aussi un outil narratif, plus qu'un objet décoratif. Mais c'est vrai que quand je travaille mon noir et blanc, je ne pense pas une seconde à la couleur, tout doit être dit déjà dans le noir et blanc. Il existe d'ailleurs dans les tirages de tête le dessin pur, brut du noir et blanc, et je suis très heureux que ça existe en tirage de tête, parce que pour moi l'essentiel du travail est là, puisque tout est dit d'un point de vue des émotions et du rythme de lecture, etc. Donc je fais toujours le noir et blanc en pensant au noir et blanc, puis quand je fais la couleur, là je me pose des questions pour la couleur. Et il se trouve que les noirs et blancs ont tellement plu autour de moi et qu'on m'a demandé des illustrations notamment pour des galeries et des ventes et tout ça. Et on m'a dit, ça vient pas spécialement de moi, que j'étais un champion dans le noir et blanc et qu'on me vendra au prix de la couleur et qu'il fallait que je fonce, que je m'éclate et tout ça. Donc j'ai poussé effectivement, là d'un point de vue plus narratif, puisque c'est souvent l'illustration, simplement l'esthétique, en usant de mes crayons gris pour avoir des veloutés entre le noir et le blanc, pour travailler plus subtilement les éclairages et tout ça. Et retrouver la blondeur des choses, à même qu'avec un papier blanc et un crayon noir. Arriver une certaine dose de noir dans l'image, en proportion, je veux dire, on peut se poser la question de se dire ça serait peut-être mieux de faire l'inverse, de partir d'un papier noir et de l'éclaircir. Mais évidemment, des plumes à l'encre blanche ou des pinceaux à la gouache blanche ne font pas le même dynamisme à la main de travail et ne font pas le même rendu. Et je pourrais difficilement passer, je veux dire, d'un ancrage plus classique noir sur papier blanc et inverser à la cosse suivante, sauf qu'on risque de voir une saute esthétique puisque le rendu graphique risque d'être un peu différent. Mais c'est vrai que je suis fan aussi de cartes à gratter et tout ça, et que c'est un bel exercice que de chercher à mettre la lumière d'abord plutôt que de chercher à la trouver en noircissant au fur et à mesure. Sur le prochain livre que je prépare, qui sera une autre adaptation de Jack London en 2 volumes, là je suis carrément parti quasiment en fausse gravure, enfin je veux dire en hachure très poussée, et je me dis mince, je pourrais revenir à un noir-blanc plus sec, plus brutal, et j'obtiendrai à peu près la même chose. Mais voilà, je me suis embarqué comme ça, donc je pense que je suis parti pour 200 pages, ce qui va me prendre un temps fou. Mais je pense que j'arriverai à trouver le modelé et les volumes aussi grâce au travail de la hachure et des grilles, quoi. Déjà, le choix de l'adaptation littéraire, c'est parce que je ne me sens pas moi-même capable de tenir un récit, même si je sais le raconter, je ne sais pas forcément le trouver, enfin l'imaginer. Et je suis toujours flippé là-dessus, et c'est très rassurant de travailler sur une matière déjà existante, quitte à la remodeler, la reformer, parce que je ne fais pas une transcription d'un résumé dessiné. C'est pas du tout ma manière de travailler. Je manipule complètement le texte, j'en réécris des morceaux, en laissant penser que ça puisse être encore London ou Macorlan ou un autre qui l'écrit, évidemment, pour garder l'aspect littéraire des choses. Si j'ai choisi ce roman-là, c'est que ces gens-là ont quelque chose à dire de plus que simplement l'agitation de l'aventure. C'est pas juste des gens qui se bagarrent dans les haubans ou qui se poursuivent ou... Enfin, il y a bien autre chose que ça. London est un écrivain d'aventure bien puissant qui cache des questions philosophiques toujours dans ses récits. Et c'est cette dimension-là qui m'intéresse. C'est la double lecture ou l'intention cachée que ressentent plus ou moins les gens, s'ils ont le goût de ça ou si l'âge qu'ils ont. Voilà, c'est une vraie profondeur de texte. Pour Macorlan, c'est pareil. Lui, il décrit l'humanité. Je pense qu'il parle plus de sa guerre 14-18 quand il parle des marins que des marins eux-mêmes. D'abord, il n'a jamais navigué. Et
Et ensuite, ce qu'il dit de l'humanité, ça pourrait se passer à peu près à tout moment de l'histoire, c'est-à-dire c'est l'homme et la faim, comme je disais tout à l'heure, ou la soif, ou comment on réagit devant la mort. Pourquoi un mec assassine un autre parce que il a, il a tué son chien et ça le blesse suffisamment pour pas supporter qu'on s'en moque. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette susceptibilité ultra violente, enfin, d'où vient cette violence, que c'est jamais répondu, mais toutes ces questions-là sont soulevées et sont pour moi plus intéressantes simplement que de savoir si le bon va gagner sur le méchant, parce qu'il n'y a pas du tout ça dans ces histoires-là. Évidemment, il y a un sacré méchant dans Le Loup des Mers, puisque le capitaine, c'est quand même un des plus beaux méchants, je trouve, de la littérature. Et justement, parce qu'on se dit à un moment donné, va bien être gentil un moment, et que jamais, 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 et pourtant on admire ce mec-là, alors que c'est quand même une ordure, mais il est poète aussi, il a du talent, enfin, c'est toute cette ambiguïté-là qu'on trouve, à mon avis, assez rarement dans la bande dessinée que je voulais développer, et ça c'est dû évidemment au texte d'origine de London. Donc, finalement, qu'importe, quand on parle de la fin, qu'importe ce soit sur un bateau, et quand on imagine le gars dans les tranchées, il y a toujours dans tous les films de guerre le mec qui sort la photo de sa fille, de sa femme ou je ne sais quoi. Et c'est exactement pareil pour ces marins qui s'ennuient à bord parce qu'il y a plus de temps d'ennui que de temps d'action et qui donc se montrent leurs petits trésors, se les échangent, et la nostalgie commence à planer sur le bateau. Et c'est pas du tout un abordage, c'est pas du tout une séquence hollywoodienne échevelée. Et c'est au contraire des moments creux où vient se cacher une forme poétique de l'amertume de la vie, enfin tout ça dit avec une belle littérature et j'espère correctement mise en valeur par mon travail.